On a une liberté, mais elle est mise à rude épreuve par ces lobbies. Dans l'interview, on est passé du bon, il y a les aliments ultra transformés, c'est pas top, à d'un coup quelque chose d'hyper lourd. On a plus de chances de prendre du poids, d'être obèse, d'avoir un diabète de type 2, de développer certains cancers, d'avoir des symptômes dépressifs. Les preuves s'accumulent très fortement. On reçoit sur notre plateau Dr Mathilde. Dr Mathilde Touvier. Vous êtes chercheur en épidémiologie de la nutrition à l'INSERM à l'université Paris 13. Mathilde is one of the best French researchers. She won the INSERM Research Prize in 2019. Le célèbre essai de Kevin Hall à Harvard, qui a pris pendant 2 fois 2 semaines des gens à qui il fait manger les mêmes calories mais en ultra transformés, pas ultra transformés, et il voit déjà en ce court laps de temps une prise de poids et des perturbations du métabolisme, mortalité cardiovasculaire, donc c'est là où on a le plus d'études. C'est très utilisé par les détracteurs, ce genre de messages, qui vont, quand nous on fait quelque chose, dire ce ne sont que des corrélations, ça ne vaut rien. Ou quand des collègues vont faire quelque chose sur l'animal, ils vont dire de toute façon c'est un animal, on n'est pas des animaux, ça ne vaut rien. Oui, on a l'impression parfois de courir toujours après une réglementation qui est peut-être pas assez protectrice du consommateur, qui pousse avec du marketing, y compris chez les enfants, avec des stratégies, des mascottes, etc., pour faire surconsommer des aliments très gras, très sucrés, très salés. Bien entendu, les intérêts économiques de ces groupes-là passent devant les questions de santé publique. On se dit mais je sais pas, ils ont pas d'enfants, ils ont pas de gens qu'ils aiment, ils ont pas d'amis. Au niveau éthique et la recherche du profit, ça paraît complètement aberrant quand même. Considérer qu'on est complètement libre de nos choix, c'est un peu utopique. Est-ce que l'ultra-transformation des aliments constitue un risque pour notre santé à tous ? Alors on a de plus en plus d'études qui s'accumulent, qui montrent des liens entre le fait de consommer plus d'aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire et un risque augmenté de obésité, de maladies cardiovasculaires, potentiellement de certains cancers, de diabète, voire même de symptômes dépressifs. Aujourd'hui, c'est plus de 75 études dans le monde qui montrent ces relations. Ok, donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau avec seulement quelques preuves, on commence à être sur quelque chose quand même qui est bien établi. Alors on est à la fois sur quelque chose de nouveau et puis une accumulation très très importante des preuves ces dernières années. Le concept même d'aliments ultra transformés a été introduit par le professeur Carlos Monteiro au Brésil et ses équipes, donc en 2009. Et les premiers travaux qui ont commencé à relier ça avec le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, ce sont les travaux que nous avons conduits dans l'étude Nutrinet Santé et qui ont commencé à être publiés à partir de 2018-2019. Et depuis ce moment-là, voilà, maintenant il y a 75 études. Donc on est dans une recherche à la fois récente, mais avec un rythme de publication et de preuves qui s'accumule assez impressionnant. Ok, donc je te propose quand même de nous présenter un petit peu ce que c'est que Nutrinet Santé, parce qu'on a reçu le professeur Serge Erkberg sur la chaîne, on en a beaucoup parlé, il nous a expliqué, mais comme j'ai quand même l'impression que c'est le fondement, c'est un petit peu la base, c'est ce qui a amené derrière à toutes ces découvertes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, Nutrinet Santé, c'est une étude qu'on a lancée en 2009, qui se poursuit encore aujourd'hui et qui est la première web cohorte, donc cohorte sur Internet au monde de cette ampleur. On a aujourd'hui plus de 176 000 personnes qui participent à l'étude. Donc, c'est à partir de 15 ans et plus. Dès qu'on a un accès à Internet, on peut participer. D'ailleurs, on cherche toujours de nouveaux volontaires pour participer. Donc, ceux qui ont envie, ils peuvent aller sur le site Internet. Très volontiers. C'est quoi le site Internet ? C'est étude-nutrinet-santé.fr. Et donc, l'idée, c'est de remplir régulièrement des questionnaires sur son alimentation. Donc, on a des outils interactifs, on montre des tailles de portions, on peut même, avec le smartphone, scanner les codes barres des aliments industriels consommés. Donc, on a ces questionnaires-là. Nous, on traduit ça avec notre équipe de diététiciens, de statisticiens en apport. On va savoir quand vous avez consommé tel ou tel aliment que ça apporte tant de grammes de fibres, de sucre ou de tel ou tel additif alimentaire. Et ensuite, on a des questionnaires, évidemment, sur l'état de santé au fil du temps des participants. Et on peut, nous, analyser les relations entre le fait de manger plus ou moins de tel ou tel nutriment, de tel ou tel additif, et le fait d'avoir plus ou moins de risques de développer un cancer, un diabète, une maladie cardiovasculaire au cours du suivi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une première mondiale, en fait. Nulle part dans le monde, il y a une étude comme ça avec autant de monde et qui permet de voir aussi précisément les conséquences d'une alimentation ou de manger tel ou tel aliment sur la santé. Alors voilà, il y a d'autres études qui existent de cohortes sur la nutrition et la santé, mais c'est vrai que la force et l'originalité de Nutrinet, c'est vraiment la finesse des données. Le fait de pouvoir avoir toutes les marques des aliments industriels consommés depuis 2009, de pouvoir scanner les produits, d'avoir plein de questionnaires aussi sur est-ce que vous mangez plus ou moins bio, les compléments alimentaires, les emballages des produits alimentaires, plein d'informations. Et tout ça, c'est vraiment un niveau de précision unique au monde. Parce que ce que tu m'as expliqué, on va
Dans la vidéo, on va parler de l'alimentation ultra transformée et peut-être plus tard des édulcorants. On verra le temps qu'on a à disposition. Et en fait, la force de cette étude, c'est que quand les personnes ne vont pas simplement indiquer qu'ils mangent un yaourt, ils vont indiquer quel yaourt. Et donc, vous, avec la base de données que vous avez à disposition, vous savez que c'est dans ce yaourt, il y a tel édulcorant, il y a tel produit qui a été ajouté ou telle part de produit naturel, etc. Et donc, ça permet d'être beaucoup, beaucoup plus fin. Oui, complètement. Et d'autant que, alors quand on parle de gras, de sucre, bon, on a un yaourt allégé ou autre, on a toujours à peu près les mêmes quantités de protéines, tout ça, même si ça peut varier. Pour les additifs, vous prenez un yaourt d'une différente marque, ou bien pareil, un biscuit au chocolat de différentes marques, vous pouvez aller de 0 à 15 additifs. Donc, si on n'a pas les marques, on peut pas étudier les expositions et du coup les impacts sur la santé. Donc ça, on a ces infos dans Nutrinet et c'est pour ça qu'on a pu, pour la première fois, mettre en évidence des liens entre ces expositions aux additifs et des problèmes de santé. Ok, bon, je pense qu'on a bien cerné de quoi on allait parler. Je te propose de te présenter pour qu'on sache qui tu es et ce que tu fais. Alors moi, je suis donc la docteure Mathilde Touvier. Je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Je suis directrice de recherche à l'INSERM. Et donc, mon labo, on a à peu près une centaine de personnes basées sur le campus de l'université Sorbonne Paris-Nord. Et on travaille sur les relations entre l'alimentation et la santé, et notamment à travers l'infrastructure Nutrinet Santé. Qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté comme ça vers l'alimentation et les effets sur la santé ? Alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans la recherche en santé humaine, avec un S majuscule. Quand on est au lycée, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. J'ai été, donc du coup, avec une prépa bio, école d'ingénieur, dirigée vers le domaine alimentation. Et j'avais fait un stage en laboratoire sur des animaux, sur des modèles in vitro avec la blouse, enfin classique, quoi, le chercheur classique. Et en fait, je me suis aperçue que c'était évidemment hyper intéressant et très complémentaire, évidemment, de ce qu'on fait nous. Mais c'est vrai que il me manquait le côté vision d'ensemble, de santé publique et l'impact direct des recherches sur des mesures de santé publique, sur la prévention de dizaines de milliers de pathologies dans le monde. Enfin, voilà, c'est ce qu'apporte vraiment le côté épidémiologie nutritionnelle. Donc, j'ai vraiment trouvé la combinaison entre nutrition et santé publique qui me plaît beaucoup. Ok, super. Donc, la transformation des aliments, si on revient dessus, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une émergence de publications scientifiques sur le sujet, mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau finalement à l'échelle de l'homme ? Est-ce que c'est récent de commencer à transformer les aliments ? Alors oui, effectivement. Alors la transformation elle-même n'est pas récente, puisque ça fait déjà des centaines d'années que on transforme les aliments, ne serait-ce que pour transformer du blé en farine, en pain. Donc la transformation, le séchage au soleil ou la salaison pour conserver les produits, il y a déjà des milliers d'années qu'on fait ça. Par contre, il y a eu une accélération de cette transformation et une industrialisation de tous ces procédés avec la révolution industrielle, 19e siècle et ensuite 20e siècle, avec un boom d'utilisation des additifs alimentaires, des arômes, des texturants. Donc là, on est passé sur de l'ultra-transformation à l'échelle de l'humanité de manière assez récente, avec aussi des bénéfices. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça a quand même vraiment permis de produire, de faciliter la production de masse, donc d'assurer une certaine sécurité alimentaire au sens assez d'aliments pour tout le monde, une sécurité microbiologique aussi. Il y a moins d'intoxication alimentaire, même s'il y a encore de grands cas aujourd'hui. C'est quand même beaucoup plus sûr de ce point de vue-là. Ça a permis aussi de faciliter, de gagner en temps de préparation. Du coup, comme c'était beaucoup les femmes qui préparaient, encore pas mal aujourd'hui, mais on va s'en sortir sur l'égalité là-dessus. Mais en tout cas, ça a permis aussi de gagner du temps en cuisine, donc une certaine émancipation aussi. Donc il y a plein de bénéfices à ces aspects de transformation. Et on a vraiment besoin aujourd'hui d'une industrie agroalimentaire qui transforme les produits, mais qui le fait correctement, et pas qui ultra transforme avec les travers là que ça peut engendrer sur la santé. Je garde ça en mémoire, tu as dit donc on a besoin quand même d'une industrie agroalimentaire qui continue de transformer les aliments. Ok, on n'est pas, la santé publique n'est pas l'ennemi de l'industrie agroalimentaire et on ne pourra pas produire à grande échelle pour garantir cette sécurité alimentaire, etc., sans l'industrie agroalimentaire. Après, voilà, tout est dans les choix des procédés, des ingrédients, de la qualité nutritionnelle de l'offre qu'ils peuvent nous proposer. Donc, tu as parlé déjà d'une transformation qui est assez ancienne, avec le séchage du blé, avec la salaison, etc. On a vu que tout ça, ça avait des bénéfices, à la fois pour la conservation, à la fois pour l'aspect pratique, pour la consommation, etc. Mais comment on s'y retrouve entre cette transformation et cette ultra-transformation ? Comment est-ce qu'on peut dissocier le niveau de transformation d'un aliment ?
C'est là que le concept de la catégorisation NOVA, proposé par nos collègues brésiliens, est vraiment intéressant. Donc, ils proposent 4 niveaux, 1, 2, 3, 4 pour la NOVA. Le niveau 1 étant les aliments pas ou peu transformés. Donc, on a les fruits, la viande, les œufs, le lait. Ensuite, on a le niveau 2, qui sont les ingrédients transformés, ingrédients dont on se sert pour faire la cuisine. Donc, le sucre, le sel, le beurre, par exemple, ou l'huile. Ce sont les produits NOVA 2. Ensuite, les NOVA 3, ce sont les aliments dits transformés. Lorsqu'on cuisine, par exemple, à la maison, ou bien qu'il y a des aliments industriels qui peuvent être transformés, avec simplement, finalement, les aliments du groupe 1 cuisinés avec les ingrédients du groupe 2, on a là tout un ensemble de produits, une variété de recettes et d'alimentation possible dans cette gamme-là, NOVA 3, pour lequel il n'y a pas d'éléments d'études scientifiques qui montrent des liens avec la santé de manière majeure. Et ensuite, on passe dans la catégorie NOVA 4. Donc là, on est dans les produits ultra transformés. Donc ce sont ceux qui ont soit subi d'importants procédés de transformation. Ça peut être physique, chimique, biologique, donc extrusion, pré-traitement par friture, donc tout un tas de procédés qui modifient vraiment en profondeur la matrice alimentaire des aliments de base. Ou ce sont des aliments qui vont contenir des ingrédients qu'on n'a pas en général traditionnellement dans nos cuisines. Donc ça peut être des additifs alimentaires qu'on appelle cosmétiques, donc c'est pas un terme réglementaire, mais ça veut simplement dire qu'on pourrait s'en passer, c'est-à-dire que ils sont pas là pour rendre le produit plus beau, voilà, comme pour un être humain. Voilà, ça peut être des colorants, des texturants, des édulcorants, donc pour améliorer le goût, la texture, l'apparence du produit, mais qui sont pas là pour garantir la sécurité du consommateur en termes de prévention des infections par des bactéries ou ce genre de choses. Donc ils sont là pour faire joli en fait, et pour vendre plus de produits, pour les rendre plus attractifs. Et ça peut être aussi d'autres ingrédients, comme des huiles hydrogénées, de sirop de glucose, fructose, enfin voilà, plein d'ingrédients qu'on n'a pas dans nos cuisines. Donc si on revient sur cette classification NOVA, si on essaie de trouver un petit peu un produit et qu'on le transpose aux différentes classifications, on prend la tomate, une tomate normale, le légume, le fruit, c'est donc NOVA 1. Oui. On pourrait dire que peut-être un concentré de tomate un petit peu, ou c'est du NOVA 2, une petite réduction de tomate. C'est difficile, NOVA 2. Ça serait plutôt, NOVA 2, ça va plutôt être justement l'huile, le sel qu'on va utiliser pour faire le concentré de tomate qui sera NOVA 3, on va dire. Donc 3, on pourrait arriver peut-être sur un concentré justement de tomate. Mm-hmm. Et 4, on aurait une sauce tomate avec pas mal de produits dedans qui auraient peut-être rien à y faire et qu'on pourrait mettre avec nos pâtes et conserver longtemps. Exactement. Un peu quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Okay. Avec des émulsifiants, des exhausteurs de goût, des choses dont on peut vraiment se passer parce qu'un bon coulis de tomates maison, ça marche très bien. C'est pas trop compliqué à faire. Même moi, ça, j'y arrive. Pas trop compliqué. Et même industriel. On peut en choisir qui ont juste de eau, sel et puis les tomates comme ingrédients. On peut en choisir des bons pour la santé, on va détailler ça un petit peu parce que c'est un petit peu rapide de dire ça comme ça, mais ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les aliments industriels ne se font pas forcément ultra transformés. Complètement, et d'autant plus on a la chance de ça en France, c'est-à-dire que quand on regarde la proportion des calories d'un régime alimentaire en général apporté par l'ultra-transformation, en France on est autour de 30 à 35% des calories qui sont apportées par les aliments ultra-transformés chez les adultes. Lorsqu'on regarde aux États-Unis ou au Royaume-Uni, on est plutôt autour de 60%. Donc effectivement, ce qui montre bien que chez nous quand même, on peut se nourrir avec quand même une grande majorité d'aliments pas ultra-transformés, c'est peut-être plus dur justement, on le voit très bien, le pain en France, on a quand même moyen d'avoir du pain simplement fait avec de la farine, de l'eau, du sel, et puis de la levure, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué aux États-Unis. Le moindre pain, vous allez en supermarché, dans le rayon boulangerie des supermarchés, il y a une liste d'ingrédients impressionnante. Beaucoup d'aliments sont ultra transformés. En France, on a quand même encore le choix et on espère encore améliorer l'offre alimentaire dans encore la meilleure direction là-dessus. Moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai vu ce graphique avec les différents pays et le taux de consommation d'aliments ultra transformés dans la population, bon, il y avait des exceptions, mais j'avais l'impression qu'en fait, plus un pays était riche, plus il avait un degré de consommation d'aliments ultra transformés élevé.
Plus ou moins. C'était une tendance, c'était pas du tout Oui. fiable à 100%, vraiment pas du tout. Mais c'est vrai sur certains pays plus émergents. Surtout certains... dans ceux qui en consomment moins, en fait. Ouais, dans certains pays, oui, d'Amérique latine ou au Brésil, mais c'est peut-être aussi parce que justement, il y a ces chercheurs en santé publique qui font un bon lobby là-dessus, dans le bon sens. Mais après, par exemple, au niveau de la Suisse, qui est un pays évidemment riche, on est plutôt, comme pour la France, on a des pays comme l'Italie, l'Espagne qui sont plutôt plus bas méditerranéens. Alors que oui, en effet, le Royaume-Uni ou aux États-Unis, on culmine près des 60%. Donc voilà, ça dépend, mais il y en a qui sont pas sur la bonne pente. Donc si on reste au niveau de la France, tu as dit 30 à 35% des aliments consommés sont ultra transformés. Est-ce qu'il y a des variations au sein de la population française? Est-ce qu'on peut voir des différents marqueurs qui modifient le taux de consommation d'un aliment ultra transformé au sein d'une famille? Alors, il y en a certains, mais la relation n'est pas aussi évidente que ce qu'on peut avoir sur d'autres groupes d'aliments. Par exemple, dans l'étude Nutrinet Santé, on voit extrêmement clairement les gradients socio-économiques pour les fruits et légumes, pour le poisson. Donc, plus on est à un niveau d'éducation plus élevé ou une catégorie socio-professionnelle plus élevée, plus on va consommer de fruits et légumes, de poissons, de produits céréaliers complets, etc. Donc, les gradients sont très clairs là-dessus. Sur les aliments ultra-transformés, ça dépend parfois de certains aliments ultra-transformés. En moyenne, globalement, alors, hommes et femmes, on a à peu près les mêmes pourcentages de consommation. Ça sera pas forcément les mêmes, mais en pourcentage global, c'est à peu près pareil. Après, on a globalement des populations plus jeunes qui vont consommer plus d'aliments ultra transformés que les plus âgés. Et on a aussi globalement quand même un gradient socio-économique plus défavorisé vers les plus forts consommateurs. Mais c'est pas forcément le cas pour tous. Par exemple, les produits édulcorés sont typiquement dans la catégorie ultra transformée. Et là, on va avoir des gens qui vont faire plus attention parfois à leur alimentation, faire plus de régimes, parfois consommer plus d'aliments bio, qui veulent bien faire en fait en prenant ces produits et qui en fait consomment des aliments ultra transformés. Pareil sur les végétariens. Il y a beaucoup de végétariens qui consomment de l'ultra transformé, notamment les substituts de produits carnés. Ça, c'est ce que j'allais te demander, parce que c'est vrai que les végétariens, souvent, on pense que c'est les bons élèves, et en fait, on se rend compte que, non, ils peuvent quand même consommer beaucoup d'aliments ultra transformés. Oui, en fait, c'est les bons élèves au sens où ils veulent vraiment bien faire et quand même ils font en général mieux sur le côté apport nutritionnel, etc. Il y a vraiment des consommations qui sont favorables à la santé. En revanche, voilà, ils sont la cible aussi de marketing d'aliments, notamment de substituts aux viandes, qui eux peuvent être, pas tous, mais beaucoup bourrés d'émulsifiants, de texturants, parfois de colorants, etc. Donc là où ils veulent bien faire, en fait, c'est peut-être encore plus mauvais pour la santé. On ne sait pas que la consommation de temps en temps de viande. Parce que par exemple, on a ces steaks végétaux qui sont des produits ultra transformés et qui sont très bien notés au Nutri-Score. Est-ce que du coup, tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que c'est que le Nutri-Score et pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette dichotomie sur des produits comme cela ? Oui, c'est un point important. Le Nutri-Score, donc nous l'avons créé de manière à synthétiser l'information nutritionnelle, la teneur en fibres, en graisses saturées, en sucre, en sel des aliments. Et donc, il donne en un coup d'œil l'idée de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. C'est une dimension très importante parce que sur cette dimension-là, c'est là où on a le plus fort niveau de preuve, qu'on connaît l'impact sur la santé, sur les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, de cancer et autres, de manger trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Maintenant, cette nouvelle dimension sur l'ultra-transformation est complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un aliment qui n'est pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, c'est le cas des produits édulcorés par exemple, mais qui par ailleurs est bourré de colorants, d'émulsifiants, d'édulcorants ou ce genre de choses. Donc ce sont deux dimensions qui sont complémentaires, mais vraisemblablement les deux sont importantes pour la santé. Donc c'est pour ça que nous on a d'ailleurs proposé déjà le Nutri-Score à évoluer en ce sens puisque maintenant il intègre une pénalisation des boissons sucrées dans son algorithme depuis 2024 et puis nous on a proposé un bandeau noir qui pourrait être apposé autour du Nutri-Score et qui pourrait indiquer avec marqué aliment ultra transformé dès que l'aliment est ultra transformé et puis pas le bandeau noir sinon. Et ça permettrait chose qui va arriver ça ? On aimerait bien que ça arrive. Après, on aimerait déjà que le Nutri-Score soit rendu obligatoire en Europe pour qu'il n'y ait pas de discussion de quel industriel a envie de le mettre ou pas, parce que c'est quand même le problème de transparence à l'heure actuelle. Et après ça, une fois qu'il est là et qu'il est obligatoire, oui, l'idée c'est de le faire évoluer. Et donc nous, on a commencé à publier sur ce logo amélioré. On a un bon écho, auprès de différents décideurs politiques là-dessus, et on va faire en sorte, oui, qu'il soit adopté dans les années qui viennent. Cette précision
elle est importante parce que il y a des gens qui critiquent le Nutri-Score en disant c'est une aberration qu'un aliment ultra transformé soit noté A. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que ça ne note pas la même chose. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir un aliment ultra transformé s'il contient peu de gras, peu de graisse, peu de sel, beaucoup de fibres, qu'il soit noté A. Oui, complètement. Et c'est vrai que maintenant, les avancées de la recherche font que on sait maintenant qu'il y a 3 dimensions majeures d'impact sur la santé des aliments. La dimension nutritionnelle, qui est justement représentée par le Nutri-Score. Il y a la dimension d'ultra-transformation. Et puis, il y a aussi tout ce qui peut être contaminants environnementaux, les pesticides, etc. Et on peut très bien avoir un produit bio, mais qui par contre est très gras, très sucré, trop salé, donc des biscuits bio, par exemple, et qui n'est pas ultra-transformé, ou inversement. Les 3 dimensions peuvent être combinées complètement, et donc ça faut pas tout confondre, quoi. Ce sont 3 dimensions complémentaires et les 3 sont importantes pour la santé. Ouais, ça c'est le corollaire du steak végétal que j'ai pris. Donc steak végétal, produit ultra transformé, mais qui va être très bien noté au Nutri-Score. Et on peut par exemple prendre la confiture faite par l'artisan du coin, qui elle sera peut-être relativement peu transformée, mais qui aura un Nutri-Score qui sera très mauvais. Voilà. Parce que très sucré, mais sans aucun additif problématique à l'intérieur. Donc évidemment, voilà, tout peut être combiné, d'où l'intérêt des 2 informations là complémentaires. Et encore, la confiture, tout le monde se dit que c'est relativement mauvais, c'est assez admis, mais on peut faire un corollaire avec le fromage. On va considérer que ça fait partie du patrimoine de la gastronomie française, que du coup on devrait absolument pas y toucher, etc. Mais en fait, c'est normal que ça soit classifié de cette façon-là. Oui, complètement. Hein. Enfin, en plus, l'idée avec le Nutri-Score n'est pas de s'attaquer à la gastronomie française. Au contraire, c'est de dire, voilà, si vous choisissez, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, de consommer du fromage, faut savoir que c'est un produit en général gras, salé. D'ailleurs, tous ne se valent pas, donc le Nutri-Score permet aussi de guider là-dessus. Mais on a le droit même de consommer de temps en temps des aliments avec Nutri-Score E. Tout est une idée de fréquence et de quantité consommée. Et quand vous en consommez, justement, choisissez-les bien. Prenez des bons fromages du terroir avec une AOP, etc. Donc, l'idée n'est pas de s'opposer à ces produits-là, mais de leur donner une juste place dans l'équilibre alimentaire favorable à la santé. Si on revient un petit peu donc sur les aliments ultra transformés, t'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux revenir sur les mécanismes de transformation des aliments, justement ? Oui, alors il y a vraiment de multiples organismes, de multiples opérations de mécanismes de transformation. On avait travaillé du coup avec des technologues de l'INRAE, notre équipe est aussi affiliée à l'INRAE, qui nous ont décomposé chaque aliment consommé dans l'étude Nutri-Net Santé en 82 opérations unitaires de transformation. D'accord. Donc quand on dit pasteurisation, chauffage à haute température, etc. Peut-être si on prend des grosses catégories, donc il y a des actions qui s'attaquent un peu à l'aliment, à la matrice extracellulaire. Si j'ai bien retenu, il y a des opérations qui consistent simplement à rajouter des produits. Enfin, simplement, il y en a d'autres qui vont rajouter des produits. Et ensuite, on va tout ce qui va émerger en fait de ces processus de transformation. Oui, en matière finalement de caractéristiques des aliments ultra transformés, de ce qui pourrait jouer sur la santé, si on met de côté leur profil nutritionnel qui en moyenne est moins bon, c'est l'autre dimension, il y a tout l'aspect justement transformation et ce que ça peut faire notamment sur la manière dont les matrices ont été déstructurées. Du coup, on n'assimile plus les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc. de la même manière. Ça peut jouer sur la disponibilité de ces nutriments pour notre corps. Ça peut jouer aussi sur toute la vitesse d'ingestion. Ils sont faits en général pour être très faciles à mâcher, à avaler, à après digérer. Et donc, du coup, on peut nous encourager à en manger beaucoup plus. Ils sont hyper palatables. Ouais, tout à fait. Voilà, on a très envie de les manger. Il y a même des publicités, d'ailleurs, qui sont basées, je nommerai pas de marque, mais pour certains biscuits, ou qui sont basées sur le concept de vous n'arriverez pas à vous arrêter à en manger qu'un. Donc, ils sont vraiment faits, ces produits-là, pour donner envie d'en surconsommer. Ensuite, il y a les aspects d'ajout, donc les additifs alimentaires ou d'autres ingrédients ajoutés qui peuvent là aussi impacter la santé. Il y a les transformations qui peuvent créer des contaminants. Quand on chauffe à haute température des produits avec de l'amidon, ça crée par exemple de l'acrylamide. Il peut y avoir d'autres contaminants comme des acides gras trans lorsqu'on hydrogène des huiles. Donc ces contaminants-là peuvent avoir aussi des impacts négatifs sur la santé. Et il y a les contaminants qui viennent aussi des emballages, des matériaux au contact des aliments. On sait encore peu de choses sur leur impact sur la santé, mais il y a des suspicions de problèmes. Or, alors bien sûr, on peut avoir un problème à la maison si on fait chauffer en barquette plastique un plat maison qu'on a cuisiné au micro-ondes, mais
la spécificité des aliments ultra-transformés, c'est quand même qu'ils restent très longtemps sur les étagères des supermarchés, souvent avec des conservateurs, etc. Donc le temps de contact et du coup les possibilités de migration de ces contaminants est d'autant plus important pour ces aliments ultra-transformés. Ok. Si maintenant on passe à l'étape très agréable de faire un petit peu la liste des effets sur la santé des aliments ultra-transformés, est-ce que tu peux nous faire du coup une petite revue de ce qu'on risque en mangeant des aliments ultra-transformés au niveau des maladies qu'on peut développer ? Donc, ce qui semble ressortir là des études chez l'homme, les plus de 75 études, il y a quand même pas mal d'études maintenant sur le volet obésité et sur le volet cardio-métabolique. Donc, ce qui va être mortalité cardiovasculaire. Donc, c'est là où on a le plus d'études. On a aussi quelques études qui commencent à montrer des liens avec le risque de certains cancers, mais là, on est moins fort en niveau de preuve. Il faut encore de confirmer ça, éventuellement sur le cancer du sein peut-être ou sur le cancer colorectal. Il y a des études pas mal sur les aspects de symptômes dépressifs, donc où on mesure avec des questionnaires répétés au fil du suivi l'apparition de symptômes dépressifs chez des personnes qui ne les ont pas au départ, où là il y a pas mal d'éléments sur aliments ultra transformés. Donc on a ces pistes-là qui jouent, et en termes de mécanismes, ils sont multiples et ils peuvent, donc justement ça dépend des composés potentiellement en jeu, certains additifs, mais on commence à avoir des liens sur des impacts sur le microbiote intestinal qui sont montrés, notamment pour certains additifs caractéristiques des aliments ultra transformés, comme certains émulsifiants par exemple, où on voit une perturbation du microbiote, une inflammation locale potentiellement, et même chez l'animal un risque de cancer colorectal à cause de ces additifs. Donc voilà, les mécanismes sont multiples, les effets sur la santé, on en connaît certains et il y en a d'autres qui vont certainement être mis à jour. Donc quand même, les études scientifiques ont démontré qu'avoir une alimentation majoritairement ultra-transformée, d'ailleurs je sais pas quel est le stade, quel est le cut-off, à partir de quand on estime qu'on a ces effets sur la santé, c'est une question intéressante que je te poserai, mais donc on a plus de chances de prendre du poids, d'être en surpoids, d'être obèse, d'avoir un diabète de type 2, de développer certains cancers, d'avoir des symptômes dépressifs, ça entraîne une modification du microbiote intestinal. Enfin, je trouve que dans l'interview, on est passé du il y a les aliments ultra transformés, c'est pas top, à d'un coup quelque chose d'hyper lourd. La transition, elle va vite. À quel niveau est-ce que si on mange, on a vu qu'en France, c'était 30 à 35% en moyenne de l'alimentation des Français qui était constituée d'aliments ultra transformés. Est-ce que si on est à ce 30-35%, on a ces effets-là? Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que ça, c'est des données que vous avez? Alors, du coup, il y a deux éléments très importants là-dedans. Au niveau du cut-off, c'est difficile de répondre à l'heure actuelle. Cut-off, ça serait la dose. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel ça devient dangereux alors qu'en dessous, ça l'est pas? C'est compliqué. On n'a sûrement pas encore toutes les réponses et toutes les études pour permettre de fixer ces seuils. Mais dans la plupart des études, notamment dans Nutrinet Santé, quand on a mis en évidence ces relations, on avait des relations dites linéaires. Donc, ça veut dire que, quand on passait finalement de 0 à une portion, de 1 à 2 portions, etc., le risque augmenté crescendo au fur et à mesure de la dose. Donc il n'y avait pas vraiment de aucun risque et puis d'un coup le risque apparaissait à la fin. Donc on augmente son risque dès la première bouchée en fait. Alors ça c'est compliqué à dire. Non, mais c'est dans le symbole. Dans le symbole, en fait, il y a un effet dose. Donc plus on va en manger, plus on augmente le risque. D'après les premiers éléments qu'on peut avoir, oui. Du coup, à l'inverse, ça voudrait dire aussi que tout effort fait en matière de, si on en mange beaucoup, de déjà réduire un petit peu, on aura déjà des gains sur la santé. Si on veut le voir de manière positive. C'est bien. Et après, l'autre élément, alors ce qui est difficile à répondre, c'est que lorsqu'on s'intéresse par exemple aux relations nutrition, cancer, ou on a des instances internationales qui sont chargées d'expertise collective et de officiellement fixer des niveaux de preuve en disant là, on a un niveau de preuve convaincant sur le fait que les fibres diminuent le risque de cancer colorectal ou que les charcuteries augmentent le risque de cancer colorectal. Donc ça, on est chose officielle là-dessus. Sur aliments ultra transformés, il n'y a pas eu encore d'instance d'expertise collective qui a officiellement dit sur l'obésité, le niveau de preuve est convaincant Donc on a ces preuves qui s'accumulent, on a de gros journaux, de grandes revues scientifiques et médicales qui publient de grandes revues de la littérature sur le sujet et qui montrent des faisceaux d'arguments sur l'obésité, etc. Moi je suis pas en capacité moi-même de dire les niveaux de preuve sont cela. Les preuves s'accumulent très fortement. Ok. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal de ces conclusions qui sont issues de Nutrinet, alors pas seulement. Donc en fait, c'est des taux de consommation qui sont relatifs aux Français en fait.
En tout cas, oui, il y a maintenant 8 études dans Nutrinet. Qui concernent la population française et les niveaux de consommation qu'on retrouve dans les familles françaises. Oui, en tout cas, voilà, tout à fait. Ce qu'on dit là s'applique, oui, aussi à la population française pour sûr, puisque au moins une partie des études est issue de l'étude Nutrinet Santé. Donc oui, tout à fait. Sachant que moi, je me dis que quelqu'un, alors je pense que statistiquement, vous avez dû vous poser la question bien avant que moi, ça me traverse l'esprit, mais les personnes qui s'inscrivent sur Nutrinet Santé sont peut-être pas forcément très représentatives de la population. On peut se dire que toutes les personnes qui vont s'inscrire sur Nutrinet, c'est déjà des gens qui sont sensibilisés à l'importance de l'alimentation pour être en bonne santé. Oui, donc ça c'est quelque chose qu'on discute comme limite dans tous nos papiers évidemment. C'est le cas de toutes les cohortes, c'est-à-dire que comme on peut pas forcer les gens à participer, forcément il y a toujours un biais entre guillemets de recrutement avec des personnes qui globalement mangent plutôt mieux que la population générale et ont des niveaux d'éducation souvent plus élevés. Donc c'est un biais qu'on retrouve dans toutes les cohortes. Après, en général aussi, alors déjà la proportion de calories apportées par l'ultratransformation est la même là de ce qu'on a observé dans Nutrinet par rapport à ce qu'on a observé aussi dans une étude nationale représentative de la population française, qui était l'étude de NNS. Donc déjà là-dessus, on n'est pas si dépositionné. Et après, ce qu'on dit en général, c'est que quand on étudie un composé alimentaire ou un groupe d'aliments plutôt délétères sur la santé et que dans Nutrinet, on a moins de forts consommateurs de ces aliments et qu'on observe malgré ça une augmentation de risque, on se dit qu'en population générale, où il y a encore plus de consommateurs de ces mauvais produits, entre guillemets, l'association sera encore plus forte et l'effet sera encore plus fort. C'est ce que j'allais dire, en fait, parce que c'est un biais, donc c'est une limite, mais c'est un biais, je sais pas, peut-être qu'il existe un vrai terme, c'est un biais qui est positif, c'est un biais à minima. C'est-à-dire qu'on peut se dire que si les nutrinautes sont des super mangeurs, en tout cas un peu au-dessus de la moyenne française. Si on commence à retrouver des associations entre ce qu'ils mangent eux et certaines pathologies, on peut se douter que dans les gens qui sont pas dans le Nutrinet, c'est au moins autant présent. Oui, on peut pas le garantir à 100%, mais on pense que le biais va plutôt dans ce sens-là. Intellectuellement, on va un peu dans ce sens-là. Bon, on a vu que manger des aliments ultra transformés, ça avait un certain nombre d'effets sur la santé, que c'était plutôt délétère. Mais au final, est-ce que c'est pas enfoncer une porte ouverte ? Parce que finalement, on sait que manger trop gras, manger trop salé, manger trop sucré, c'est mauvais pour la santé. Est-ce que le fait que, en plus, les éléments soient ultra transformés, ça entraîne un surrisque ou pas ? Alors, c'est vraiment l'hypothèse qu'on avait à la base de tester ça. Et justement, on a montré, et c'est le cas dans la majorité des autres études dans le monde maintenant sur aliments ultra-transformés et santé, que même lorsque on prend en compte dans nos modèles, on appelle ça nous ajuster en statistique, sur les apports en calories, en gras, en sucre, en sel, en fibres, tout ça, des participants, même lorsqu'on met toutes choses égales par ailleurs sur les aspects nutritionnels, il y a quand même les associations significatives entre ultra-transformés et maladies. Et donc ça nous fait penser que ce sont finalement deux dimensions complémentaires. Il y a l'aspect profil nutritionnel qui joue, ça c'est clair, sur la santé. Il y a l'aspect ensuite transformation, formulation, les additifs, etc., qui est une autre dimension complémentaire. Nutrinet Santé, c'est surtout des études qui sont observationnelles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous récupérez les questionnaires de certaines personnes pour voir ce qu'ils ont mangé et vous regardez s'ils développent une pathologie. D'accord ? Donc, vous mettez en avant des corrélations. Vous mettez en évidence des corrélations. Je suppose que, généralement, donc, la mise en évidence des corrélations, c'est un premier niveau de preuve. Le problème, c'est que pour des raisons éthiques, c'est, je pense, assez difficile de mettre en place une relation de causalité, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui a un certain niveau d'alimentation, de lui donner plein d'aliments ultra transformés qu'il n'a pas l'habitude de manger, pour voir si à 5 ans, 10 ans, 15 ans, il développe un cancer. On se doute bien qu'au niveau éthique, c'est assez ubuesque. Ça passerait pas. Ça passerait pas. Mais du coup, est-ce que c'est pas une limite qu'on peut faire justement aux travaux que vous présentez ? Alors, c'est un point hyper intéressant et important. On peut pas, en effet, d'un point de vue éthique, faire ce genre d'essai. C'est sûr que ce serait super d'un point de vue scientifique parce qu'on aurait éliminé tous les biais, les profils des consommateurs, on aurait tout randomisé comme si c'était des animaux de laboratoire, on aurait des choses très faciles à interpréter, mais c'est pas possible. Mais le fait est que ça n'a pas non plus été possible pour le tabac, pour montrer les liens avec le cancer du poumon ou pour l'alcool. Et ça, on sait aujourd'hui de manière avérée, sûre et claire et nette que, oui, le tabac donne le cancer du poumon. Et donc, ça n'a pas été mis en évidence par
par des essais randomisés, le truc qu'on n'a pas le droit de faire. Par contre, la conjonction des différentes, c'est-à-dire la combinaison des différents faisceaux d'arguments, donc les études observationnelles comme Nutrinet Santé et les autres, les études aussi sur les mécanismes, quand on dit ok, les aliments ultra transformés sont reliés, mais finalement est-ce qu'il y a une plausibilité, est-ce qu'il y a des choses plausibles derrière en termes de mécanismes qui peuvent jouer, et qu'on commence à avoir des études qui montrent les effets de tel ou tel additif, tel ou tel contaminant, ça apporte aussi des arguments en faveur de, c'est pas juste des corrélations, il y a vraiment des liens de cause à effet et on sait par quoi ça passe. Et puis il y a toutes les études de nos collègues aussi toxicologues qui vont justement prouver les effets pro-inflammatoires ou pro-carcinogènes de tel ou tel composé ou de telle ou telle substance. Il y a les études chez l'homme sur les aliments ultra-transformés, le célèbre essai de Kevin Hall à Harvard, qui a pris pendant 2 fois 2 semaines des gens à qui il fait manger les mêmes calories mais en ultra-transformés, pas ultra-transformés, et il voit déjà en ce court laps de temps une prise de poids et des perturbations du métabolisme. Et ça, il a le droit de le faire parce qu'il met pas en danger la vie des gens sur le long terme. Participants. Moi, je sais même pas si j'aurais participé à l'étude. Mais ça va, voilà, 2 semaines, ça reste encore éthiquement acceptable. Mais voilà, du coup, tout ce faisceau d'arguments fait qu'on arrive à conclure en termes de causalité sans avoir besoin et sans pouvoir faire, évidemment, ces essais randomisés à long terme. Je pense que c'est une question qui est importante de vous poser parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit vous pointer du doigt. En tout cas, tous vos détracteurs doivent utiliser l'argument que je viens d'avancer. Mais tu l'as dit, ça a été la même chose, par exemple, avec la cigarette. Et maintenant, c'est communément admis que la cigarette est mauvaise pour la santé. Et on n'a jamais fait d'expérience en prenant quelqu'un qui fumait pas, en le faisant fumer un paquet par jour et regarder si à 15 ans il faisait un cancer du poumon. Ouais, exactement. Et c'est vrai que de toute façon, oui, c'est très utilisé par les détracteurs, hein, ce genre de messages qui vont, quand nous on fait quelque chose, dire ce ne sont que des corrélations, ça ne vaut rien, ou quand des collègues vont faire quelque chose sur l'animal, ils vont dire de toute façon c'est un animal, on n'est pas des animaux, ça ne vaut rien. Ah, deuxième question que je vais te poser. D'accord. Ok. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est tout à fait le genre de discours qu'on entend, alors que par contre, voilà, mis bout à bout l'ensemble de ces preuves-là, on arrive à conclure à la causalité. Ok. Donc, dans ces aliments ultra transformés, on trouve des additifs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que des additifs et à quoi ça sert ? Alors, les additifs alimentaires, il en existe à peu près 330 autorisés sur le marché européen. Et ils sont là pour améliorer, alors parfois la conservation des produits ou le goût, la texture, l'apparence, donc différentes fonctions. On a par exemple les colorants, les édulcorants, les émulsifiants, les conservateurs comme les nitrites ou d'autres. Ils ont, on l'espère, en tout cas pour la plupart, pas d'impact sur la santé. Faut pas noircir le tableau. Ils sont pas tous mauvais, les additifs. Voilà, on peut pas se dire ça, c'est clair. On espère d'ailleurs que la plupart n'ont pas d'impact délétère sur la santé. Voire certains peuvent avoir des impacts positifs. Imaginons certains antioxydants ou certains conservateurs pour lesquels le bénéfice-risque fait que ils évitent vraiment des intoxications alimentaires, etc. Donc c'est pas toujours mauvais. Par contre, il y a des suspicions qui s'accumulent là ces dernières années, avec notamment des études chez l'animal, des études toxicologiques qui montrent des impacts de certains additifs, donc émulsifiants, édulcorants notamment, ou nitrites sur le microbiote intestinal, sur des risques parfois de cancer colorectal ou encore d'inflammation, de perturbation du métabolisme. Et jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas d'études épidémiologiques qui permettaient de chiffrer à combien d'additifs on était exposé en fait dans la vraie vie au quotidien. Et donc ça manquait, c'est-à-dire que quand les additifs sont autorisés par l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, elle prend en compte les preuves disponibles à un moment donné. Et elle s'intéresse à des aspects vraiment pointus de toxicité, mais toutes ces preuves-là sur l'effet sur le microbiote, le métabolisme et la santé humaine à long terme, finalement, ça n'était pas présent dans les évaluations jusque-là. C'était une question que je voulais aborder un petit peu plus tard, mais on peut y aller. C'est l'aspect qui est assez déroutant, parce qu'en fait, il y a déjà une législation qui est en place sur les additifs. Toi, tu viens de nous dire, ou on va en parler un peu plus tard, qu'il y a quand même des effets délétères de certains additifs sur la santé qui est maintenant clairement démontré. Et c'est à des doses qui sont aux normes en place par rapport à des normes inférieures par rapport à ce que la législation en place recommande. J'ai pas été très clair. Si, c'est très clair, je comprends bien, et la situation est assez mouvante.
La réglementation est quand même faite pour protéger le consommateur, normalement. Donc, lorsque des preuves s'accumulent, l'additif peut être autorisé au départ parce que justement, il y a seulement certaines cibles toxicologiques qui sont étudiées et une littérature scientifique qui est limitée à un moment donné et pas de preuves aussi chez l'homme à long terme. Donc, il peut être autorisé à un moment. Par contre, si des preuves vraiment marquantes et reconnues par les expertises collectives comme étant marquantes s'accumulent, ça a été le cas par exemple du dioxyde de titane, un additif nanoparticulaire qui était largement utilisé dans toutes les confiseries, les chewing-gums, les bonbons pelliculés. Sur l'enveloppe, oui. Voilà. Et aussi certaines sauces, parce que c'est aussi un agent blanchissant. Donc, il y en avait vraiment beaucoup sur le marché français. Eh bien, les études scientifiques ont conduit à sa suspension d'utilisation, d'abord en France, et puis ensuite au niveau européen, avec l'avis de l'EFSA qui dit que maintenant, c'est plus un additif sûr pour la santé. Donc, si vraiment on montre ça, les processus sont faits pour qu'on puisse revenir en arrière et qu'il y ait une protection du consommateur. Après, là où on est dans une situation un peu intermédiaire, c'est qu'on commence là, mais vraiment, c'est toutes dernières années à publier des résultats à la fois de nos collègues au niveau expérimental ou toxicologique et nous au niveau humain avec l'étude Nutrinet Santé, montrant des liens entre justement l'exposition aux nitrites et risque de différents cancers, hypertension, diabète. On peut y aller sur les nitrites parce que ça a beaucoup marqué les gens, on en a beaucoup entendu parler. Les nitrites, est-ce que tu peux nous expliquer, je sais pas si c'est assez accessible, à quoi ça sert et un peu dans quel aliment on les retrouve, ou en tout cas un aliment assez emblématique? Alors les nitrites, on les trouve beaucoup dans les charcuteries, donc viande transformée en France, avec une fonction première qui est quand même la conservation, donc pour essayer de limiter les risques d'intoxication, notamment la toxine botulique. Donc c'est sûr qu'il y a une vraie fonction. Là, on est vraiment dans un additif où il y a vraiment du bénéfice-risque et où il faut réfléchir à ce qu'on fait si on le remplace. Mais par contre, il y a des éléments scientifiques qui se sont accumulés au niveau in vivo, in vitro, donc expérimental, et au niveau humain, notamment avec Nutrinet, de preuves sur la santé humaine. Et donc l'ANSES, notamment, donc l'agence de sécurité sanitaire des aliments, l'an dernier, a conclu à leur potentiel carcinogène, notamment pour au niveau du côlon. Donc carcinogène, ça veut dire que ça augmente le risque de développer un cancer? Tout à fait. Donc du coup, là, des mesures sont en train d'être prises et réfléchies sur la manière dont on pourrait limiter l'utilisation volontaire de nitrites dans les charcuteries, sachant qu'apparemment, il existe des solutions puisque certains industriels arrivent à produire des charcuteries sans nitrite. Alors certes, avec un jambon qui sera moins rose, il faut que le consommateur le sache et l'accepte, et des durées de conservation qui seront plus courtes, mais vraisemblablement pour un bénéfice santé pas négligeable. Donc on a encore des substances qui augmentent le risque de cancer. Je crois que nitrate, tu disais que ça a augmenté le diabète de type 2 peut-être et l'hypertension artérielle ou quelque chose. En tout cas, là c'est ce qu'on a observé dans Nutrinet, mais avec pas encore de reproduction dans d'autres études, donc on est prudent. Mais du coup, c'est vrai que moi en tant que consommateur, je trouve que c'est assez choquant de se dire qu'on a des substances comme ça qui montrent des effets délétères sur la santé et qui sont encore accessibles en vente libre dans le supermarché du coin. Alors, oui, ce qui est difficile avec l'alimentation, c'est que justement, comme tout est aussi une histoire de dose et de fréquence de consommation, si on va par là, il faudrait interdire totalement l'alcool, parce que alors là, le niveau de preuve de l'alcool sur les cancers et sur plein d'autres pathologies, il est encore nettement plus élevé et avéré. Bon. Donc voilà, là, je pense qu'il y aurait une grosse levée de bouclier, mais effectivement, d'un point de vue de santé publique, à partir d'un verre par jour, on sait que c'est délétère. Bon, la cigarette, c'est pareil, ça reste en vente libre quand même. Donc là, l'idée sur l'alimentation, c'est d'essayer justement de pouvoir réviser à l'issue de ces nouvelles connaissances scientifiques les seuils autorisés de manière à ce que, normalement, dans des conditions normales de consommation, on n'atteigne pas des niveaux pour lesquels on peut avoir des risques pour la santé. Ce qui est compliqué aussi, là par exemple sur les émulsifiants, on a publié des résultats montrant des liens entre plusieurs émulsifiants, donc les mono- et diglycérides d'acide gras, carragénane. Alors, émulsifiant, ça sert, comme son nom l'indique, à créer des émulsions et donc du coup à mélanger des substances aqueuses, donc de l'eau par exemple, avec des substances plutôt lipidiques, donc graisseuses. Donc si on prend de l'huile, qu'on verse de l'eau dedans, a priori ça se mélange pas. Exactement. On a deux phases qui restent bien distinctes. Et en fait, grâce à des émulsifiants, on va avoir quelque chose qui va être uni, qui va être lisse. Exactement. Et
Du coup, je prends un exemple, je sais pas du tout s'il y en a dans des yaourts, ça évite de faire en sorte qu'il y ait différentes substances qui se trient quand vous ouvrez votre yaourt une semaine après qu'il soit resté dans votre réfrigérateur. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça il y en a énormément sur le marché français, dans beaucoup d'aliments industriels. Ça peut être des yaourts aromatisés, ça peut être des crèmes dessert, des sauces, ou etc., pour garantir une texture homogène et qui reste longtemps homogène sur les rayons des supermarchés. Et donc, ces substances-là, c'est la première fois dans Nutrinet qu'on arrive à quantifier les Français à combien ils sont exposés et à montrer des liens avec cancer, maladies cardiovasculaires, et là bientôt on va sortir un papier sur le diabète. Donc le problème, c'est qu'avec justement seulement ces études-là chez l'humain, on n'en est pas à dire tout de suite, il faut les interdire et il faut arrêter. Par contre, on en est à très fortement recommander que ces résultats soient reproduits dans d'autres études et à ce que l'EFSA se penche sur la question de la réévaluation, là, dans les années qui viennent, de ces additifs-là, pour éventuellement, alors soit en interdire certains si vraiment ça se pose, ou bien limiter les doses autorisées. Il y a eu un premier niveau d'alerte et donc maintenant il faut se pencher un peu plus sur la question de ces émulsifiants pour voir un petit peu où ça nous mène. Ça arrive souvent qu'il y ait un premier niveau d'alerte comme ça qui s'allume et que derrière ça soit invalidé et que finalement on se dise non, fausse alerte, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais en tout cas, c'est sûr que oui, la science est un processus itératif, hein, donc il peut y avoir des remises en question, ou bien on ne sait jamais, dans 10 ans ou 15 ans, une étude qui dit en fait, on a compris que c'était pas tel additif qui posait problème, mais dans telle circonstance d'utilisation. Mais l'association de tel additif avec un autre. Exactement. Okay. Ça peut. Ok. En juillet 2023, il y a un édulcorant qui a fait pas mal parler de lui. Je pense que tu vois très bien duquel je veux parler. Je te propose qu'on se penche un petit peu dessus. Donc c'est l'aspartame. L'aspartame, il a été décrit comme possiblement cancérigène. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça veut dire ? Alors, donc l'aspartame est un des édulcorants très majoritairement utilisés sur le marché français européen. Depuis déjà quelques années, il y avait des suspicions d'effets potentiellement délétères de par des études notamment expérimentales. Chez l'homme, grâce à Nutrinet Santé, on a montré pour la première fois, on a réussi à savoir, à quantifier les apports en aspartame dans la population, à savoir combien de milligrammes par jour étaient apportés, et notamment aussi à faire la différence avec d'autres édulcorants, acésulfame potassium, sucralose ou autres, et à pouvoir étudier les liens avec l'apparition de cancer. Il a notamment de cancer du sein, cancer lié à l'obésité, maladies cardiovasculaires, donc ça peut être infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, ou encore diabète de type 2. Et donc, ces études-là, additionnées à des études en population qui montraient des liens entre eux, alors ils n'avaient pas le niveau de détail de l'aspartame, mais ils montraient des liens entre boissons édulcorées et différents problèmes, et notamment cancer du foie. Boissons édulcorées, pour que ça parle à tout le monde, ça va être du Coca Zéro. Voilà, des sodas light. D'accord, un soda qui est rendu light. Par exemple, oui. Et donc ces études-là, finalement, ont conduit le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS au sein d'une expertise collective qui a réuni plus de 25 scientifiques, à examiner chaque ligne d'évidence, chaque type d'étude, et à conclure qu'avec toutes ces preuves-là, on pouvait considérer que l'aspartame maintenant était un cancérigène possible pour l'homme. Donc c'est déjà une grande avancée, puisqu'il n'y avait aucune instance qui avait statué sur ça précédemment, ou en tout cas pour dire qu'il n'y avait pas de problème, mais justement là, il y a eu une évaluation plus complexe et plus complète de la nouvelle littérature scientifique sur le domaine. Donc, on avance là-dedans. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réévaluation des doses autorisées. Donc, à voir si on peut encore améliorer. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le coca. Peut-être que, c'est critiquable, mais c'est comme ça, j'aime bien le coca. Et donc, il se pose toujours la question, j'en bois très peu, mais quand j'en bois, qu'est-ce que j'en bois ? Est-ce que je bois du Coca Zéro ou est-ce que je bois du Coca normal ? Avant, je me disais, je bois du Coca Zéro. La différence de goût me choque pas et on sait qu'il y a beaucoup de sucre dans le Coca normal. Ça montre plein d'effets sur la santé, donc je prenais plutôt le Coca Zéro. Maintenant, on sait que l'aspartame qui est contenu dans le Coca Zéro, il est possiblement cancérigène. À peu près à ce moment-là, donc je me suis orienté assez facilement vers le Coca Zéro. À ce moment-là, en juillet 2023, donc il y a eu cette étude qui est sortie en disant qu'il était possiblement cancérigène. Mais à côté de ça, il y a aussi une autre étude qui montrait qu'il était cancérigène, mais à des doses qui étaient inimaginables avec ce qu'on consomme tous les jours. Je me souviens plus exactement, j'ai plus les doses en tête, mais ça revenait à consommer à peu près 9 ou 10 canettes de Coca Zéro par jour pour possiblement avoir un cancer à cause de cet aspartame. Vous, est-ce que ces doses-là, c'est des doses que vous avez retrouvées dans vos études
ou pas? Alors, il y a deux questions. Il y a la question de la dose et la question boisson sucrée versus boisson light. Exactement. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, déjà, sur la question de la dose, alors c'est pas une autre étude, c'est une autre conclusion d'une autre instance de l'OMS qui s'appelle le JECFA et qui est en charge de fixer justement les limites de sécurité, on va dire, pour ces substances-là. Ils ont choisi de ne pas réévaluer la limite de sécurité qui, effectivement, si on traduit ça en nombre de canettes de soda light par jour, ça correspondrait à 9 à 14 canettes par jour selon les doses utilisées par l'industriel. Donc ce qui serait énorme. Mais personne boit ça. Mais alors personne boit ça et le truc c'est que dans les études épidémiologiques, que ce soit Nutrinet Santé, la cohorte européenne EPIC sur 500 000 personnes ou les cohortes américaines aussi sur plusieurs dizaines de milliers de personnes pour lesquelles ont été mis en évidence les liens entre boissons édulcorées, cancer du foie ou chez nous entre aspartame et les différentes pathologies, on était dans des niveaux de consommation qui étaient de l'ordre de une demi-canette, une canette par jour chez les consommateurs réguliers et pas 14 canettes par jour. Et à ces doses-là, on observait les associations avec les augmentations de risques. Donc, en tout cas, les conclusions du CIRC ont été basées sur des études pour déclarer l'aspartame cancérigène possible, sur des études où les niveaux de consommation étaient de l'ordre de, oui, à partir d'une canette par jour, déjà, il y a des problèmes. Okay. Donc, c'est pas forcément très aligné avec les limites de sécurité à l'heure actuelle. Donc, chacun se fera son choix et choisira sa consommation en tout état de cause. Et sur le boisson sucrée, boisson édulcorée. Voilà, qu'est-ce que je choisis? Alors, de l'eau, mais... Ouais, voilà. Vous avez spoilé la fin. Mais non, effectivement, le problème des boissons sucrées, c'est que là, pour le coup, l'impact délétère sur la santé, il est hyper connu. Mais en excès, c'est-à-dire que voilà, des consommations régulières de boissons sucrées, donc à partir de voilà une boisson sucrée par jour, hein, ça c'est considéré comme une consommation régulière. Et ça, on sait que ça augmente. Alors peut-être le risque de cancer, ça on n'est pas encore très sûr, mais de sûr l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, la mortalité cardiovasculaire, les caries, la maladie du foie gras, la NASH, enfin bon, bref, beaucoup de choses qui font que c'est pas super. Donc oui, en effet, l'idée c'est d'arriver à se déshabituer du goût sucré et à pas prendre les mauvaises habitudes, parce que voilà, on a tellement encore de familles, on le voit dans les études de consommation, où qui consomment, enfin soit des jus de fruits ou soit du soda, où la bouteille de soda est posée à table lors des repas avec les enfants. Comment dire après à l'âge adulte de se départir de ces habitudes, c'est compliqué. Ouais, c'est une catastrophe. En plus, c'est des aliments avec des calories vides. Enfin, ça apporte rien à part du sucre et ça a aucun intérêt nutritionnel. Donc ça, c'est important. Les édulcorants, ils augmentent le risque, j'ai vu, de diabète de type 2. Alors, ils sont associés, je me fais gaffe au vocabulaire, voilà, ils sont associés à une augmentation de risque de diabète de type 2 dans l'étude Nutrinet Santé, et ça, on l'a vu à la fois pour l'aspartame, pour l'acésulfame K, acésulfame potassium, et pour le sucralose. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, bon, je bois pas de coca, peut-être pour pas avoir un diabète plus tard, et en fait, l'édulcorant, il a possiblement, je reprends les pincettes que tu viens de mettre et d'employer, également le même effet. Alors peut-être pas même dose, etc. Mais ouais, c'est sûr. Et ça pour le coup, même l'OMS, même avant ces histoires-là de 2023, avait déjà conclu que, en tout cas, il n'y avait pas de bénéfice santé prouvé du tout de consommer ces édulcorants pour essayer de prévenir l'obésité ou le diabète de type 2. En prévention, non, il n'y a rien de démontré là-dessus, voire même nous on montre des liens inverses. On a parlé un peu de famille, là, d'additifs. Et tu as dit qu'il y en avait, je sais pas, plus de 300 qui existaient. Je me souviens pas tellement. Donc, je suppose qu'on n'est pas toujours exposé au même. Sauf s'il y a des gens qui mangent toujours la même chose chaque jour. Est-ce que, du coup, il y a un effet par rapport au nombre d'additifs auxquels on serait exposé? Le fait d'être un petit peu exposé à celui-là, puis un petit peu à celui-là, puis un petit peu à celui-là. Et finalement, ça potentialiserait les effets négatifs sur la santé. Il y a deux choses intéressantes là-dedans. Il y a le fait que, comme souvent en nutrition, ce qui est rassurant, c'est que quand on va prendre une substance de temps en temps, a priori, il y aura aucun impact sur la santé. C'est quand même des expositions un peu régulières et qui vont jouer. Donc ça, déjà, c'est rassurant. Après, ça pose la question des mélanges. C'est-à-dire que là aussi, quand l'EFSA, l'agence européenne, évalue la sécurité des additifs, elle le fait en silo. Donc, c'est-à-dire, elle le fait substance par substance. Dans la vraie vie, on consomme pas juste de l'aspartame ou
des carragénanes ou etc. On va consommer des mélanges d'additifs et ces additifs-là vont pouvoir avoir des interactions entre eux, parfois à potentialiser l'effet, c'est-à-dire à décupler l'effet par rapport à si la substance avait été toute seule, ou à contraire annuler l'effet d'une substance par rapport à l'autre. Et tout ça, on en a à peu près aucune idée. Et donc c'est vraiment ce qu'on est en train là d'étudier avec l'étude Nutrinet Santé, où on a pu mettre en évidence 5 principaux mélanges d'additifs auxquels les Français étaient régulièrement exposés, soit parce que ils étaient à l'intérieur du même type d'aliment. Dans le soda light, voilà, on a toujours le même type là de colorant avec le même type d'acidifiant, voilà, colorant caramel, acidifiant et édulcorant. Bon, mais soit aussi parce que dans le bol alimentaire, ceux qui consomment ces sodas sont aussi ceux qui vont consommer soit des hamburgers ou soit tel type de sucreries, etc. Et donc on a des mélanges qui se répètent de manière comportementale assez fréquemment dans la population française. Et donc là, on est vraiment en train de démarrer une thèse de doctorat pour étudier les liens entre ces mélanges et le risque de maladie. Ok. Est-ce qu'on sait un petit peu quels sont les moyens, les mécanismes d'action, qu'utilisent, ou peut-être que c'est trop compliqué, je sais pas, mais qu'empruntent par exemple ces édulcorants ou un autre additif pour entraîner ces différents risques sur la santé ? On a des pistes de compréhension, notamment grâce aux études chez la souris ou sur des cellules ou même sur des volontaires sains, mais sur des courtes périodes, avec pas mal de suspicions d'impact sur le microbiote intestinal. Par exemple, à certains émulsifiants, nos collègues ont pu montrer que la couche de bactéries protectrices, de bactéries amies de notre microbiote intestinal qui entoure le tube digestif, pouvait être envahie par des bactéries pathogènes qui vont créer une inflammation, augmenter le risque de cancer colorectal en présence d'émulsifiants. Alors que chez ces mêmes souris ou bien ces mêmes humains à court terme qui ne seraient pas exposés aux émulsifiants, on a la bonne couche protectrice de ces bactéries-là. Donc il y a des choses comme ça qui commencent à émerger comme mécanisme possible. Après, sur les aspects édulcorants, le fait que finalement notre cerveau aussi est dupé comme si on avait du sucre, et donc le pic d'insuline et puis la réaction du corps finalement est sur certains points la même que quand on a du sucre. Il y a des mécanismes comme ça qui peuvent expliquer une insulino-résistance, résistance à l'insuline, la même que celle qu'on aurait si on consommait du sucre, par exemple. Donc si je bois du Coca zéro, pour être sûr vraiment de ce que tu viens de dire, j'ai pas 1 gramme de sucre dans mon verre. Par contre, j'ai une substance qui va reproduire le goût sucré sans sucre. Du coup, moi, quand je vais boire ça, je vais quand même avoir dans mon organisme un pic d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui va donner l'information à notre corps qu'on a du sucre qui est arrivé dans l'organisme et donc il faut le stocker. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que si je prends un édulcorant qui reproduit le goût du sucre sans sucre, j'aurai quand même ce pic d'insuline. Voilà, il sera peut-être pas de la même intensité ou exactement pareil, mais en tout cas, oui, il y a des mécanismes, ces mécanismes de digestion aussi qui se mettent en place et qui du coup, ne résolvent pas le problème par rapport à l'insulinorésistance et au risque de diabète. Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je résiste pas à l'envie de te poser la question. Tout ça, tu nous as dit que ça venait beaucoup d'études sur des animaux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Est-ce que l'homme est proche de la souris ? Est-ce que quel niveau de corrélation on peut en tirer ? L'idée, c'est vraiment de réunir ce qu'on appelle, nous, les faisceaux d'arguments. C'est-à-dire que les études chez la souris sont hyper intéressantes parce que, du coup, on va pouvoir tester des choses qu'on pourrait pas se permettre chez l'homme dans des conditions expérimentales où on ne fait varier qu'un paramètre et donc on est sûr que c'est celui-là qui impacte quand on voit un résultat. Souris qu'on ferait pas à l'homme. Ouais, voilà. Et pareil, encore plus sur des modèles cellulaires, par exemple. Il y a des choses qu'on peut faire chez l'homme, mais à très court terme pour pas mettre en danger la vie des gens. Et puis après, il y a les études d'observation où là, on ne met pas en danger la vie des gens, ils se comportent comme ils veulent, donc parfois ils se mettent eux-mêmes en danger, mais en tout cas nous on observe et on voit des choses sur les maladies à long terme. Et donc tout ça mis bout à bout, là ça nous permet d'avoir des conclusions et de collecter toutes les pièces du puzzle pour avoir l'image globale. Ok. Tu disais également que les colorants, t'en as parlé tout à l'heure un petit peu, donc ça pareil, ça pouvait avoir, alors je sais pas quel mot il faut utiliser, peut-être certains risques sur la santé, ou ça prouvera des risques plus tard sur la santé, ou
Voilà, Alors, corrige-moi. Sur les colorants, on est justement en train de faire les analyses statistiques dans Nutrinet. Il y a quelques études qui ont montré, par exemple, des liens potentiels entre des mélanges de colorants et l'hyperactivité chez les enfants. Donc, ça, sachant qu'il y en a beaucoup dans les bonbons et que les problèmes d'hyperactivité chez les enfants peuvent être, un problème de société, de santé publique. Il y a ces aspects-là, mais nous, sur les aspects justement maladies chroniques à long terme de l'adulte, on est en train là de faire les analyses statistiques. On aura des résultats là d'ici la fin d'année publiés là-dessus. Ok. Et ce qui contamine aussi les aliments, c'est les emballages dans lesquels ils sont entreposés, contenus. Oui, on a finalement les aliments, dès qu'ils sont produits, consommés, cuisinés, etc., sont au contact de matériaux qui peuvent être beaucoup donc des matériaux plastiques, mais aussi du carton, du bois, des métaux, etc. Et on sait qu'il y a plus de 12 000 substances qui sont autorisées pour la fabrication de ces matériaux au contact des aliments. Il y a aussi, se rajoute à ça, des substances non intentionnellement ajoutées, des contaminants, etc. Pour plus de 4 000 de ces substances, on sait il y a des preuves de migration dans les aliments. Et pour plusieurs centaines d'entre elles, il y a des preuves c'est passé dans le corps humain puisqu'on les retrouve dans les biofluides, dans le sang, dans les urines. Et donc pour certaines de ces substances, donc par exemple il y a les PFAS qui sont là en ce moment discutées à l'Assemblée, voilà. Donc pour lesquelles quand même les preuves s'accumulent de leur dangerosité vraiment de manière importante et qui pour l'instant sont encore autorisées. Donc là, on espère quand même que tout ça va peser et qu'il va y avoir une interdiction de ces substances-là, mais il en reste 12 000 autres et quelques à étudier. Oui, donc là, il y a un gros champ de recherche qui s'ouvre. Énorme, oui. Et dès qu'on a un aliment en final qui va être en contact avec du plastique, avec, j'ai vu même du carton, enfin, il y a même du papier. Même des huiles d'écriture sur les emballages, les huiles minérales aussi qui peuvent passer dans les aliments. Donc c'est assez impressionnant et vertigineux parce que la réglementation dit seulement les industriels doivent produire des matériaux au contact des aliments qui, dans des conditions normales d'utilisation, produisent des substances qui, lorsqu'elles migrent dans l'aliment, ne mettent pas en danger la santé du consommateur. Voilà, ça dit que ça. Mais sauf qu'après, on n'a aucune idée de l'impact sur la santé du consommateur, à part quelques tests toxicologiques très précis. On n'a aucune idée de l'impact des mélanges, des effets cocktails, etc. Donc tout reste à faire là en termes de recherche. Ouais, tout à l'heure, je suis allé acheter mon petit morceau de poisson chez mon poissonnier. C'est vrai que il met ça dans un papier, après dans la poche plastique. Bon, ça reste en contact là 10 minutes, mais même pas. Mais on peut se demander, c'est vrai qu'il y a plein de circonstances de contamination possibles. Oui. T'en as parlé un petit peu, la législation. Je suppose que tout le travail que vous faites, comme vous êtes rigoureux, forcément, ça prend du temps entre le fait de recueillir les données, de publier, d'être relu, etc., etc. Donc, je sais pas, 1 an, 2 ans, enfin, j'ai aucune idée, moi. Combien de temps ça peut prendre ? Ça prend du temps et puis surtout, il faut vraiment avoir en tête toujours cette histoire de puzzle avec toutes les pièces à prendre en compte. Et donc, c'est pas avec un seul résultat ou par exemple une seule étude, même si c'est donc Nutrinet Santé, que c'est très bien fait, que c'est très précis, etc. C'est pas sur la base d'une seule étude qu'on va prendre des décisions d'un point de vue recommandation de santé publique ou modification des réglementations. Donc, c'est vraiment là aussi, c'est pour ça que ça prend du temps parce qu'on doit réunir ce faisceau d'arguments et après avoir des expertises collectives qui se penche sur la question, qui regarde l'ensemble de la littérature et qui statue sur les niveaux de risque. Et ensuite, une prise de décision au niveau des législateurs. Et donc là, même lorsqu'on a montré parfois certaines choses, il y a des prises de décision qui tardent à venir, comme l'obligation du Nutri-Score, par exemple, où là, on n'est plus dans le côté preuve scientifique, on est dans la bataille scientifique versus santé, ouais, tout à fait. Intérêt économique. Parce que ça met du temps, la législation, elle met du temps à se mettre en place. Derrière, on peut avoir l'industrie agroalimentaire qui en fait va chercher une nouvelle molécule en changeant, je sais pas, un petit atome par-ci par-là, et en fait, du coup, ça sera plus la même molécule, mais du coup, si jamais elle est interdite, ils en ont une autre en rayon, puis une autre, puis une autre. Et est-ce que t'as pas le sentiment d'avoir toujours un petit peu un temps de retard ? Oui, c'est sûr que c'est un gros challenge. Puis un bon exemple qui est souvent pris par nos collègues là en toxicologie, c'est l'histoire du bisphénol A, où quand il a été suspendu, voilà, dans les biberons, etc. Ils ont fait du bisphénol S et puis F et puis etc. Et où en fait, du coup là, ceux-là sont autorisés, alors qu'en fait, dès qu'ils ont pu montrer au niveau toxicologique et faire les études, ils ont montré que c'était toxique, voire même plus toxique pour certains. Donc oui, on a l'impression parfois de courir toujours après une réglementation
qui est peut-être pas assez protectrice du consommateur. D'où l'importance d'avoir des études là comme Nutrinet où on a avec les outils internet une grande réactivité et une réactualisation des données, des nouveaux édulcorants, etc. qui arrivent sur le marché et la possibilité de produire des connaissances de manière plus rapide que ce qu'on avait avec les méthodes il y a 10 ans, les questionnaires papier par exemple. Mais c'est quand même assez dingue, enfin, d'avoir ce mode-là de fonctionnement. On se dit, mais je sais pas, ils ont pas d'enfants, ils ont pas de gens qu'ils aiment, ils ont pas d'amis. Enfin, au niveau éthique et la recherche du profit, ça paraît complètement aberrant quand même. Ah oui, ben ça, enfin effectivement. Hein, donc là, il faut prudence sur le côté toxicologie qui nous empoisonne, etc. Hein, tant qu'il n'y a pas les niveaux de preuve. Mais de manière générale, effectivement, les lobbies agroalimentaires qui refusent de mettre la transparence pour les consommateurs pour des produits très gras, très sucrés, très salés, qui poussent avec du marketing, y compris chez les enfants, avec des stratégies, des mascottes, etc. pour faire surconsommer des aliments très gras, très sucrés, très salés, etc. et qui refusent la législation et la régulation de la publicité. Enfin, oui, bien entendu que voilà les intérêts économiques de ces groupes-là passent devant les questions de santé publique, ça c'est évident. Est-ce que c'est pas à nous en tant que consommateurs d'avoir notre rôle à jouer ? Est-ce que finalement on est, alors je vais grossir le trait, on est les premiers responsables parce qu'en fait c'est nous qui choisissons d'acheter ce paquet de M&M's ou cet aliment qui est ultra transformé plutôt qu'un autre ? Alors oui et non, c'est-à-dire que on a un pouvoir en tant que consommateur, et ça d'ailleurs des associations de consommateurs comme Foodwatch ou bien des applications comme Open Food Facts, application géniale avec plus de 3 millions de produits dans le monde qui sont répertoriés dans la base de données où ça donne le Nutri-Score, la classification Nova, la liste d'additifs. Donc c'est vraiment des super outils. Ça permet de prendre le pouvoir en tant que consommateur et d'avoir un œil critique sur ce qu'on mange et éventuellement oui de boycotter des produits et d'imposer aux industriels d'améliorer la qualité de l'offre. Donc ça, c'est très vrai. Après, de considérer qu'on est complètement libre de nos choix, c'est un peu utopique aussi quand on est de manière consciente ou inconsciente et plus ou moins insidieuse avec des réseaux sociaux, des influenceurs, etc. Bombardé de marketing qui nous donne envie de consommer ces produits-là. Donc on a une liberté, mais elle est mise à rude épreuve par ces lobbies. Il faut se battre. Si on revient un petit peu sur les additifs, ça marche comment la législation ? Elle se fait sur une molécule ou elle se fait par famille ? Parce qu'en fait, si elle se faisait par famille, on pourrait penser quand même qu'on gagne un petit peu du temps parce que ça évite à chaque fois une personne ressorte une molécule qui diffère un petit peu et il faut refaire tout le processus d'interdiction. Alors que si on s'attaquait par famille, peut-être qu'on aurait un impact qui serait plus fort. Oui, ça pourrait être une idée. Alors certaines évaluations là de l'EFSA se font parfois par groupe de composés proches, mais par contre, chaque composé a aussi sa forme chimique et ses effets potentiellement différents. Par exemple, tous les émulsifiants, vraisemblablement, même si ce sont dans cette catégorie globale, n'agiraient pas de la même manière. Et on les voit pas tous d'ailleurs associés au risque de pathologie ou d'impact sur le microbiote. Donc c'est important aussi scientifiquement qu'on rentre suffisamment dans le détail pour comprendre les effets de chaque. Bon, on a parlé de choses qui n'étaient pas hyper gaies et qui étaient peut-être techniques aussi à certains moments. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même 3 éléments qui sont assez simples sur lesquels on peut revenir pour que le consommateur s'y retrouve et fasse les bons choix par lui-même. Oui, si on veut finalement résumer tout ça en pratique, si on veut choisir des aliments les plus favorables pour notre santé, il y a vraiment les 3 dimensions. Pas obligé d'avoir les mêmes connaissances que toi. Non, voilà. Mais ça, c'est important. Justement, c'est pour ça que nous, on a par exemple proposé le Nutri-Score ou des outils comme ça pour pouvoir que les consommateurs n'aient pas à se prendre la tête en rayon, à décrypter et à sortir leur calculatrice sur les apports nutritionnels. Donc, dimension nutritionnelle, gras, sucre, sel, etc. Très important, mais là, il suffit de regarder le Nutri-Score pour avoir l'idée globale de ce qu'on choisit, plutôt prendre vers le vert, AB. La deuxième dimension, ultra-transformation, là, on aimerait bien avoir le Nutri-Score avec le bandeau noir, mais dans l'attente de ça, on regarde la liste d'ingrédients. S'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu ça dans vos cuisines, peut-être que voilà, par principe de précaution, on essaye de limiter et de choisir l'alternative de produits avec une liste d'ingrédients plus simple. Et puis, donc ça c'est le côté ultra-transformation. Et ensuite, il y a la dimension contamination environnementale, les résidus de pesticides. Et donc ça, on a le logo bio qui existe. Donc le cahier des charges de l'agriculture bio fait que le nombre de pesticides et même d'ailleurs aussi d'additifs autorisés est nettement plus réduit.
et que donc en choisissant des aliments bio, on va limiter l'exposition à ces résidus de pesticides. Donc troisième effet positif sur la santé, sans parler même de l'environnement, est très important aussi, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc s'il y a plein de gens qui veulent pas s'embêter avec tout ce qu'on a raconté dans cette vidéo et qui veulent aller directement à la solution, ils regardent le Nutri-Score, faut que ça ait une bonne lettre, il faut qu'il y ait peu d'ingrédients sur l'étiquette et des ingrédients qu'on connaît, sinon ils essaient de choisir une autre alternative. Et si on peut se le permettre, le label AB Agriculture Biologique pour éviter les pesticides. On va finir avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités, Mathilde. Toi, si tu devais donner un seul conseil aux gens autour de toi pour être en meilleure santé, ce serait lequel ? Ce serait d'essayer de... autant que possible, essayer d'adopter les recommandations du mangerbouger.fr, donc le fameux Programme national nutrition santé. Donc, sachant que l'idée, c'est pas d'être parfait directement. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas, quelqu'un qui mange jamais de fruits et légumes, etc., de se mettre à en consommer au moins 5 portions par jour, il n'arrivera pas. Mais de chaque petite amélioration qu'on va pouvoir faire au quotidien en essayant de manger avec des notes mieux notées au Nutri-Score, un peu plus de fruits et légumes, du poisson 2 fois par semaine, etc. Chaque petit progrès qu'on va faire, la plupart du temps, c'est des relations linéaires. Donc, plus on augmente ces portions-là, plus on aura de bénéfices sur la santé. Donc, essayez de, pas forcément être parfait, mais améliorer au quotidien. Ça, c'est hyper important, cette relation linéaire, parce qu'il y a plein de gens qui fonctionnent avec le tout ou rien, ou le foutu pour foutu, dès qu'ils commencent un petit peu, par exemple, à pas manger, ou qu'ils ont loupé leur séance de sport, ils font plus rien, et ils arrêtent. Alors qu'en fait, il faut pas du tout fonctionner comme ça, parce qu'il y a un effet, dès que vous faites le moindre effort pour le corps. Si vous mangez un aliment ultra transformé de moins, c'est possiblement meilleur pour votre corps. Si vous faites 2 minutes de sport en plus, c'est possiblement meilleur pour votre corps également. Oui. Donc voilà, faut vraiment essayer de grappiller partout, et ça fait une différence à l'arrivée, parce que ça fait un grain de sable plus un grain de sable, et à la fin, ça fait un vrai changement. Oui, c'est vrai. Et toi, du coup, deuxième question, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé ? Alors, moi, en fait, comme je crois à ce qu'on fait, mon alimentation et du coup celle de ma famille change au gré de l'évolution de nos sujets de recherche. Dans la famille Touvier. On mange plutôt pas mal. Sur l'activité physique, je pense que, en tout cas moi, les enfants sont bien, mais moi je pense que j'ai des progrès à faire. Je suis trop devant mon écran. Mais par contre, on essaye jusqu'à présent, on faisait vraiment attention l'aspect justement au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, le côté gras, sucre, sel, fibres, etc. On regardait ça. Et en fait, depuis ces dernières années qu'on s'intéresse justement aux additifs, au côté ultra transformé, etc., et au bio, avec les collègues du labo qui travaillent là-dessus, on a commencé à intégrer ça aussi. Et donc maintenant, moi, j'achète plus de plats préparés. J'avoue que j'en achetais encore il y a quelques années pour gagner du temps, tout simplement. Et j'ai appris, grâce au site aussi du mangerbouger.fr, des recettes de choses au quotidien qui sont faciles. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, qui permettent de respecter les recommandations et qui permettent de cuisiner à la maison et de pas faire de l'ultra transformé. Et donc tout ça, vraiment, on l'applique au quotidien et puis ça marche. Je vous dis, on arrive à le faire. Et les possible. Enfants, c'est possible. Dans une famille avec des enfants, exactement, avec les gens qui travaillent, etc., c'est possible. Complètement. Bon super, merci beaucoup pour ce moment, c'était super, on a appris plein de choses et je te dis peut-être à très vite pour une autre vidéo. Super, à bientôt.